you. Donc j'appelle à me rejoindre le réalisateur de L'Envoûtement, Nicolas Giuliani. Bonjour à tous. Donc je suis Nicolas Giuliani et il y a aussi Christophe, le chef opérateur, et Gauthier aussi, Reguenes, qui est producteur, qui peut-être pourra intervenir. Alors, une première question très simple, très basique pour démarrer le débat. Donc, le film a été tourné en Dordogne, dans un ESAT. Et qu'est-ce que c'est déjà un ESAT et comment est né le projet, l'envie de faire ce film dans ce lieu avec ces personnes? Un ESAT, c'est une structure d'accompagnement par le travail pour des personnes en situation de handicap mental. Ce sont des lieux où les personnes handicapées vont avoir un travail, une rémunération. Souvent, le travail qu'ils vont avoir à faire, c'est en lien avec, on pourrait dire, des activités manuelles. Typiquement, on pourrait avoir de l'horticulture, du maraîchage, des espaces verts, voilà, des choses comme ça. On en parlera plus tard, mais il y a aussi des ESAT qui proposent des activités professionnelles dans les arts et notamment en théâtre. Et certains des acteurs qui interviennent dans le film, qui ont joué les rôles principaux, sont des acteurs professionnels que je suis allé rencontrer dans un autre ESAT. Donc c'est un peu la rencontre de deux ESAT, on pourrait dire, qui a rendu possible ce film. Et par rapport à la question de la Dordogne, alors initialement, le film, quand je l'ai écrit, quand je l'ai pensé, imaginé, je le voyais dans un autre lieu. C'est un ESAT qui est situé en Saône-et-Loire. C'est dans cet ESAT que j'avais fait ma première rencontre avec des personnes en situation de handicap mental à la sortie de l'adolescence. Et du coup, quand j'ai écrit ce scénario, je voyais ce lieu. Et puis après, on pourrait dire les hasards propres au financement d'un film. On a eu un financement de la Nouvelle-Aquitaine qui nous a après, plus que soutenu d'ailleurs, vraiment accompagné durant la préparation de ce projet. Et du coup, comme on avait cet argent-là, il a fallu qu'on trouve un ESAT en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on s'est retrouvés à tourner en Dordogne. Voilà. Et il y a bien sûr dans le film une dimension qui est un peu hybride, c'est-à-dire entre le documentaire et la fiction. Et je me demandais quelle était la contribution, l'apport des comédiens à leur récit aussi, au récit du film. Ouais. Le film, il s'est écrit justement toujours dans ce rapport, écrit puis tourné, dans ce rapport constant, cette oscillation, on pourrait dire, entre la fiction et le documentaire. Donc moi, j'ai fait des études de documentariste, j'ai fait des films documentaires quand j'étais étudiant, et progressivement, j'ai basculé vers la fiction. Mon désir de cinéma allait plus du côté de la fiction, mais en même temps, tout en ayant un désir très fort d'essayer de représenter des figures du réel. Ma manière de faire pour ce film, par exemple, ça a été de commencer du coup par solliciter le premier ESAT, celui que je connaissais en Saône-et-Loire, et de proposer un travail documentaire audio que j'ai enregistré sonore avec les personnes qui désiraient participer et me rencontrer autour de la vie affective et amoureuse dans un ESAT. J'ai rencontré comme ça une quinzaine de personnes en situation de handicap mental. J'avais construit tout un espèce de questionnaire et je passais 1 heure, 2 heures avec eux, des moments assez forts, assez poignants, qui ont nourri l'écriture. Donc j'avais déjà un peu l'idée d'une trame, mais j'avais le sentiment qu'il fallait vraiment que j'aille rencontrer profondément la réalité que j'avais envie de filmer. Donc cette matière-là m'a permis de prendre aussi confiance en moi par rapport au sujet que j'avais envie de traverser, de ma capacité aussi à me tenir droit face au handicap, à trouver ma place déjà en fait avant même d'essayer de mettre une caméra, parce que c'est quelque chose qui peut-être dont on pourra parler, mais faire ce film, c'était aussi pour moi une manière de dépasser certaines difficultés que j'avais ressenties au plus profond de moi-même quand j'étais adolescent et que j'allais dans cet ESAT.
Et je m'étais dit faire un film pour essayer aussi de traverser cette difficulté et d'essayer d'aller voir ailleurs, au-delà justement voilà, de l'inquiétude, de l'interrogation, des peurs qui viennent en fait un peu immédiatement lorsqu'on est face à voilà, ces personnes. Et j'avais le désir profond, personnel, d'essayer de transpercer ça. Et le film, du coup, c'est aussi me donne l'occasion personnellement de faire cette expérience humaine, quoi. Donc il y avait ce travail avec ces résidents, cette matière du coup documentaire qui me permet d'écrire le scénario. Et ensuite, du coup, on se déplace grâce aux questions de production en Nouvelle-Aquitaine. Donc il faut trouver un autre ESAT. Et là, en fait, c'est la méthode qu'on a décidé de mettre en place avec Gauthier. Peut-être que ce serait bien que tu en parles à un moment. On s'est dit, on n'a pas envie d'arriver, de poser notre caméra et puis de faire un film en force, quoi. Donc on a en fait travaillé quasiment comme si on était en documentaire pendant je sais pas 6-10 mois. On a été très souvent dans cet ESAT en Dordogne. On a mis en place des ateliers de cinéma avec les résidents qui désiraient participer. Ils ont tous fait un film, une dizaine de films. Donc on a travaillé la question de l'autoportrait. Et donc c'est des films voilà, très modestes, mais comme on avait réfléchi à une forme un peu comme des haïkus. Donc on a voilà, dans un disque dur chez Atari une dizaine de petits haïkus réalisés par des résidents. Mais l'idée c'était vraiment qu'ils soient réalisateurs. Donc on les accompagnait dans l'écriture. Il y avait certains résidents qui savaient à peine parler. Donc c'est quand même un énorme défi de transposer une vision d'une personne handicapée qui ne sait pas parler en images. Pas verbaliser, oui, bien sûr. Voilà. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable. Et pendant ces 6 mois, 10 mois, je ne sais plus exactement, on s'est familiarisé bien sûr à l'esprit des lieux, des gens qui occupaient ces lieux. Et en fait, ce qui était assez génial, c'est que du coup, on avançait sur la question des repérages. Le film rentrait en nous, en fait. On rencontrait des personnes, on se disait, ah mais là, ça pourrait être voilà, un figurant du film. Et du coup, il y avait une façon comme ça de progresser, de faire progresser le film en nous grâce en fait à ces ateliers qui étaient finalement vraiment liés, on pourrait dire, au processus créatif, quoi. Et est-ce que les deux comédiens aussi, ils apportent quelque chose de eux dans la caractérisation de leurs personnages? Alors oui. En fait, donc Guillaume et Manon donc, sont des acteurs professionnels qui viennent d'un ESAT en Bretagne, à Morlaix, une structure absolument extraordinaire qui est dirigée depuis quelques années, enfin depuis de nombreuses années maintenant par Madeleine Loarn, qui est une femme incroyable qui a fait des projets artistiques vraiment fascinants avec cette troupe de 9 acteurs. Du coup, quand j'ai rencontré cette troupe et que ça a été possible qu'ils participent au projet, le scénario était vraiment écrit. Là, il y avait vraiment un truc où, pour le coup, c'était écrit, quoi. Par contre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis leurs propres mots, par exemple, dans le film, dans l'envoûtement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'apprentissage du texte, il y a vraiment... et d'ailleurs, je me souviens qu'à un moment, moi-même, quand on faisait les essais, j'ai dit à Manon, je lui ai dit... Ça te va de t'appeler Céline dans le film? Parce que j'avais un petit doute sur sa manière, justement. Je me suis dit, est-ce que vraiment elle va se saisir du personnage? Est-ce qu'il faut peut-être qu'elle s'appelle Manon quand même dans le film? Tu vois, elle me dit non, moi je veux m'appeler Céline. Donc il y avait vraiment cette idée personnage hyper clair. Et alors après, bien sûr, ça c'est le propre du cinéma, c'est qu'on travaille quand même sur il y a une dynamique qui se fait entre le réel et la fiction. C'est un couple, c'est un vrai couple dans la vie. Donc on s'appuie bien sûr sur leurs gestes, sur leur manière d'être, sur leur regard, sur ce qui les constitue, mais on essaie de les entraîner dans le territoire de la fiction, parce que c'était vraiment ça qui aussi... C'est aussi l'enjeu du film, oui, bien sûr. Oui, complètement, ouais. Merci beaucoup pour ce film. Bon. Kubrick avait quand même employé un couple de cinéma très célèbre, Nicole Kidman et Tom Cruise. Donc, le cinéma de Cassavetes, donc nombre de cinémas de fiction. Et quoi de plus fictionnel que l'amour, quand même? Bien sûr. Quoi de plus puissamment fictionnel? Et je voulais vous remercier, notamment parce que
j'ai le sentiment que c'est nous qui sommes handicapés, comme vous, si je puis me permettre, Nicolas, et qu'on a encore un grand travail de déplacement de perception, puisque effectivement, tout cinéaste, homme ou femme, bah, il a des fantasmes, qui travaille avec des acteurs professionnels ou pas, et surtout quand ça touche à des, comment dirais-je, des invisibilités dans nos imaginaires. Voilà. Et plus encore, quand ça relève des personnes que la société marque comme handicapées. Structurellement, socialement, psychologiquement, politiquement. Et ce qui est très beau, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous nous proposez, c'est que j'ai le sentiment aussi que vous nous apprenez, nous, spectateurs, spectatrices, à éprouver aussi tous les possibles du cinéma, tous les possibles aussi de ce que une expérience artistique peut nous offrir, avec des personnages extrêmement puissants. J'étais très sensible au travail du silence, qui est un silence extrêmement puissant, différent. Je dirais presque même, j'ai l'impression que c'est peut-être ce que vous avez trouvé pour permettre au public que nous sommes à accepter de lâcher tous nos a priori, tous nos fantasmes, préjugés sur les personnes en situation de handicap. Je mets des guillemets. Et ce qui m'intéresserait, c'est justement comment... parce que ce qui m'a surpris, c'est que vous dites que j'étais dans un processus de documentaire et pourtant, vous leur demandez de parler de leur intimité. Dès le départ, vous vouliez faire une histoire d'amour, non? C'était ça, votre propos? Mais en scénario, en fiction. D'accord. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, sur le plateau? Parce que l'expérience du tournage est indicible de ce que l'on ressent. Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est déplacé en vous? Ça m'intéresse justement, parce que en France, on fait beaucoup de films sur l'amour, on a une expérience du cinéma d'amour, enfin, de Jean Vigo à vous-même, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est déplacé en vous dans cette expérience de création. C'est une question très, très profonde, à laquelle je vais sans doute avoir beaucoup de mal à répondre, parce que il y a plein d'endroits en fait, mais est-ce que je vois quelque chose en particulier comme ça? Il y avait quelque chose, on pourrait dire, autour du temps, en fait, autour du temps du cinéma, puisque j'essaie de répondre en parlant aussi de ce dont ce que tu exprimes sur la question du silence. Il y a quelque chose qui me paraissait très important, c'est pour essayer de restituer profondément le point de vue de quelqu'un. Je crois qu'il faut accéder à un endroit qui est celui de sa durée propre. Et ce que je me dis après ce film, et c'est des choses que je m'étais déjà dites avant, mais ça je me le dis maintenant très fondamentalement, on ne peut pas filmer de la même façon un enfant de 6 ans turbulent, plein de vie, voilà, une personne de 85 ans qui va faire son marché, un jeune cadre dynamique, voilà. Voilà. Et il ne s'agit pas seulement de placer sa caméra voilà, et de trouver un dispositif narratif qui nous fasse comprendre qu'on est dans une focalisation interne pour parler de cette personne. Non, si on veut rentrer en fait dans le personnage que l'on filme, il faut à un moment proposer quelque chose qui est le propre de sa durée. On a tous cette expérience, et le cinéma nous enseigne ça. On a tous des fréquences, des cadences, des rythmes qui diffèrent. Et il y a plein de moments dans la vie où on ne se sent pas dans le même rythme de la personne avec laquelle on est. Et ça crée d'ailleurs parfois des malaises ou des incompréhensions. Voilà, donc essayer d'épouser le rythme
de la personne que l'on filme, ça me paraît, finalement on n'en parle pas tant que ça, je trouve, de ça, mais c'est, je pense, essentiel pour aller vraiment saisir quelque chose du point de vue de quelqu'un. Et une fois qu'on rentre dans son rythme, on rentre en fait, c'est pour ça que les premiers plans installent cette durée, par exemple. Une fois qu'on rentre dans ce rythme, alors bien sûr, c'est pas forcément évident, etc. Parfois, je me dis, voilà, je sais que le film peut-être éprouver certains rapports au temps, voilà, certains rapports au temps qu'on peut avoir, mais je me dis, non, il faut faire ça pour rentrer, pour un moment, se familiariser avec ce personnage de Bruno qui a sa lenteur, qui a cette manière un peu ritualisée de s'intéresser à certains objets, à certaines plantes. Si on ne fait pas, nous, cette expérience de nous mettre dans son rythme, on ne le rencontrera jamais. Ça, c'est impossible. Et est-ce que cette question du rythme, de la temporalité, a aussi influencé la mise en scène? Ouais, oui, bien sûr, évidemment. Hein. La mise en scène, le travail sur le plateau, en règle générale, ça c'est quand même un truc qui est... C'est qu'en fait, c'est terrible parce qu'on veut créer du temps et en même temps, on nous dit t'as pas le temps. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment une... on est vraiment en tension par rapport à ça. Parce qu'on a... je pense aussi je pense qu'un film doit créer de la mémoire. Souvent, je me dis ça. Pour créer de la mémoire, il faut créer du temps. Si on ne crée pas de temps, en fait, on ne se souvient pas ou vaguement de ce qu'on a vu. Voilà, on se souvient d'une histoire, mais on ne se souvient pas de... Les plans n'ont pas d'impact, ils n'ont pas de poids, il faut qu'ils deviennent matériels, en fait, les plans. Un plan, il faut qu'il ait sa solidité, en fait, pour qu'il devienne un peu mémoriel. Il faut qu'on sente le plan doit s'inscrire en nous, en fait. Donc ça c'est vrai que ce travail-là, en fait, qui a plus à voir à un travail de sculpteur, en fait. On sculpte du temps. On crée du temps. Et vraiment, parfois, je me dis que le film, pour qu'on commence à avoir l'impression qu'il devient physique, il faut qu'on puisse se dire, si j'étais un aveugle, je peux promener ma main dans un plan et sentir voilà, sa matérialité, la jointure qu'il va y avoir entre deux plans, voilà, sentir que là, ça glisse un peu plus, que là, c'est un petit peu plus dur. Voilà, ce travail-là est passionnant. Mais du coup, difficile ramener, bien sûr, au fait qu'on veut raconter une histoire de fiction avec des enjeux dramatiques. Et que c'était ça aussi, le défi, c'était pas seulement être dans un film contemplatif, c'était aussi d'amener ces personnes en situation de handicap à jouer quelque chose qui ne va pas être seulement ce à quoi ils sont habituellement réservés. Parce que c'est ça aussi, moi, qui m'énervait, c'est que souvent, en fait, les personnes en situation de handicap, comme c'est énorme, on se dit, bon, bah voilà, c'est le sujet, et puis en fait, il n'y a pas vraiment de film. On les filme, voilà, en train de vivre, de se débattre, on pourrait dire, avec leurs difficultés. Mais en fait, il y a des imaginaires, il y a des sensibilités à aller visiter, à aller explorer. Et c'est là, en fait, c'est à partir de là qu'on commence à vivre quelque chose de ce qui les constitue, de ce qui les meut, de ce qui les transporte, quoi. Saisir quelque chose de l'invisible aussi, de l'ordre voilà, de l'invisible. complètement, ouais. Et du mystérieux. Mais on reviendra, il y a une question. C'était d'abord... Bonsoir, bravo, c'est le meilleur film que j'ai vu de tout le festival. Je voulais te demander si c'était un rapport sirkien. Tu poses les questions de Douglas Sirk quand tu poses les questions de l'aveugle. Ouais. Par exemple, tu fais presque un mélodrame parce que dans le film de Sirk, il y a une femme blanche qui a un enfant noir. Et c'est un peu le même genre de question avec l'amoureuse qui dit qu'elle est mongolienne et qu'à ce moment-là, elle perd le sentiment de celui qu'elle aime. C'est un peu ça que j'éprouve. Et moi, j'ajoute juste parce que moi, par exemple, par rapport à la dimension sensorielle, l'importance qu'ont les mains et les plans sur les mains dans leur rapport au monde pour se situer au monde et toute la partie finale, moi, ça m'a fait beaucoup penser plutôt à Bresson. Mais donc, c'était juste pour rebondir sur c'est la... intéressant. C'est plus mon droit de cinéma. Mais par contre, Douglas Sirk, il faut parler avec Gauthier Graguenes, mon producteur, puisque c'est
un fan de Douglas Sirk, on en parlait souvent, et toi aussi, t'aimes beaucoup, beaucoup. Ouais. Moi, le cinéma américain, j'aime beaucoup, mais c'est moins ma patrie de cinéphile. C'est vrai que moi, ça serait plus Kiarostami, Bresson, ces cinéastes-là, Rossellini, voilà, toi, t'es Romer, bien sûr, hein, et toi, t'es assez américain. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment quand on a commencé à collaborer, parce que c'est le premier film qu'on faisait ensemble, mais c'est pas le dernier, parce qu'on s'est très bien entendu et je suis très 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 heureux de ce qu'on a fait ensemble. Il y avait vraiment cette idée qu'il y a aussi quelque chose de la machinerie cinéma qui permettent de filmer cette histoire. On voulait qu'il y ait aussi des travelling, on voulait que ces gens soient les plus beaux du monde. C'était vraiment, on s'est dit ça, que ce soit pas juste, que ce soit pas. J'adore le documentaire, je viens de là, mais parfois forcément les moyens du cinéma documentaire font qu'on filme avec des caméras, l'image est parfois un peu neutre. Et nous, il y avait vraiment cette recherche d'amener comme ça quelque chose qui puisse les sublimer, quoi. Là-dessus, je pense que ce serait bien que tu dises des choses sur le travail qu'on a fait à l'image. Ouais, on a vraiment cherché à la fois de laisser le réel se dérouler dans des plans fixes, voilà, et à des moments il y avait vraiment des choses très très découpées. On avait pas mal parlé de Kelly Reichardt aussi, de ce rapport vraiment à la réalité, à la sensibilité des personnages, mais avec un découpage précis de cinéma. Et on avait vraiment une envie d'aller vers une image aussi assez organique. Donc on cherchait quelque chose qui rappelait un peu la pellicule, tout ça, aussi dans le travail des irisations de lumière, enfin chercher le soleil. On a beaucoup repéré et espéré qu'on ait du soleil à certains moments, et je pense que on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu pour des scènes un peu fameuses, notamment la découverte de la cachette, tout ça, il faisait on avait un découpage très très précis en fonction des moments de soleil, et je pense que ça amène quelque chose de l'ordre du mystique aussi. Enfin, ce rapport aux objets et au soleil, c'était très important. Ouais. Oui, on est vraiment dans une dimension mystérieuse de déjà la disparition et la réapparition en quelque chose qui a à voir avec l'invisible, et capter cet invisible, mais aussi respecter cette invisibilité, non ? Ouais, complètement. Oui, merci pour ce beau film. Bon, il a déjà dit beaucoup de choses, notamment sur la dame qui a parlé des silences qui donnaient de la puissance au film, le fait qu'il y ait des silences. Et ben, je pourrais revenir aussi sur le temps. Vous avez parlé du temps, et le temps, c'est ce qui est le plus difficile à filmer. Il faut donner l'épaisseur au temps. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que vous donnez de la puissance aux images. Parce que il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais par exemple, l'histoire de la casquette, en elle-même, là, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. En elle-même, c'est une histoire, cette casquette. Et c'est très, très, très bien filmé. Et puis, bon, on voit très bien que vous aimez les gens, que vous êtes un humaniste. Et ça sort dans votre film. Malheureusement, comme je disais, le temps à disposition est terminé. Parce qu'il y a en fait le ciné-concert au théâtre qui est censé commencer il y a 5 minutes. Donc, merci beaucoup à Nicolas, merci à l'équipe du film. Et on se retrouve tous donc au théâtre pour le ciné-concert. Merci.